Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je reçois aujourd'hui David Bourla, directeur des études et de la recherche chez Newmark. Paris sera au cœur de notre discussion avec une étude publiée chez Newmark. Paris et sa politique du logement. Paris et son objectif d'atteindre 40% de logements publics en 2035. Comment la ville compte faire pour remplir cet objectif ? Quelles seraient les conséquences à terme sur le marché immobilier parisien ? Les réponses de suite avec David Bourla. Bonjour David Bourla. Bonjour. Le logement est un sujet prioritaire et sensible pour les élus de la ville de Paris. 40% de logements publics en 2035, dont 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Que peut-on dire de cet objectif ? Est-ce qu'il est ambitieux, réalisable et si oui, à quelles conditions ? Alors d'abord, je rappellerai pourquoi cet objectif. Oui. Alors la première raison, évidemment, c'est le manque de logements sociaux et abordables à Paris. Faire vite, il y a 300 000 demandes de logements sociaux aujourd'hui à Paris avec un ratio d'attribution de 1 pour 20 contre 1 pour 12 en Ile-de-France. Donc c'est vraiment considérable. Oui. Et par ailleurs, on sait évidemment qu'on a un manque de foncier à Paris. On n'est plus à l'ère des grandes ZAC parisiennes, ZAC Nord-Est, ZAC Paris-Rive-Gauche, etc., qui avaient permis aussi de développer du logement public. Donc la seule solution pour créer de façon importante du logement public, c'est justement de piocher dans le parc de logements existants et donc de logements privés. Et donc cet objectif de 40%, donc 30 plus 10 à l'horizon d'ici 2035, il est tout à fait atteignable puisqu'on est déjà, s'agissant des logements sociaux, à 25%, donc le taux SRU cible. Sachant que ce taux est de 13% en 2001. Donc on voit le chemin qui a été parcouru et donc passer de 25 à 30% d'ici 2035 semble aisément réalisable quand on connaît l'ampleur des opérations d'acquisition et de préemption par la ville de Paris. Mais maintenant, comment fait-on alors ? Dans un contexte difficile, on ne l'a pas encore dit, mais le logement neuf ne peut plus non plus produire à Paris. Et puis, il y a ces exigences environnementales, notamment avec le PLU bioclimatique. Donc, comment est-ce que la ville s'y prend ? Techniquement parlant et juridiquement parlant, alors. La ville s'y prend, je dirais, financièrement parlant, en augmentant de façon considérable le budget dédié au logement de la ville de Paris, qui est pour l'année 2025 de 800 millions d'euros, donc 600 millions d'euros pour la création de logements sociaux. C'est quasiment un budget multiplié par 2 en quelques années, donc c'est vraiment considérable. Oui. Alors évidemment, c'est de l'argent qui ne vient pas de nulle part, c'est de l'argent public et qui vient notamment de l'explosion de la taxe foncière, d'environ 80% ces dernières années, de la hausse prochaine des droits de mutation, puisque le Conseil de Paris récemment voté l'augmentation du taux plafond des droits de mutation de 4,5 à 5%. Donc elle s'y prend, la ville s'y prend en augmentant de façon considérable son budget logement et puis en utilisant le droit de la préemption de façon assez massive. Et c'est-à-dire de façon assez massive ? Eh bien, dans notre étude, dans l'étude de Newmark consacrée à la politique du logement à Paris, nous avons recensé plus de 80 opérations d'acquisition et de préemption de logements privés par la ville de Paris pour les convertir en logements sociaux. Donc ça, c'était un recensement qui a été fait sur la période 2023 et fin 2024, date à laquelle on a publié l'étude. Oui. Et ce mouvement se poursuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à une centaine d'opérations qui équivalent à un montant global de plus d'1,3 milliard d'euros. Donc c'est vraiment considérable. Quelle est maintenant la part de ces acquisitions par la ville de Paris sur l'ensemble des opérations de transactions opérées sur une période sur le marché de l'investissement résidentiel parisien ? Alors la part, elle est tout à fait considérable, puisque en nombre d'opérations recensées sur le marché parisien, donc c'est-à-dire nombre d'opérations d'acquisition de logements en bloc, elle est, s'agissant des acteurs publics, donc Ville de Paris ou bailleurs sociaux, de plus de 50% en nombre d'opérations et de plus de 40% en volume total d'acquisition. Donc on va pouvoir dire maintenant que désormais les acteurs publics sont les principaux intervenants du marché devant les privés et les institutionnels. Oui, tout à fait. Les principaux marchés et même dans certains quartiers, les acteurs ultra dominants. Dans l'étude, on prend l'exemple du 11e arrondissement, où la part de la ville et des bailleurs sociaux est de plus de 80%. C'est-à-dire que c'est quasiment les seuls intervenants sur ce marché.
Et par ailleurs, c'est vrai que traditionnellement, on était plutôt sur des opérations de taille relativement modeste, principalement comprises entre 0 et 10 millions d'euros, donc qui représentent 2/3 de toutes les opérations. Mais de plus en plus, la ville et les bailleurs sociaux acquièrent des ensembles de taille très importante. Oui. Et je pense à certaines opérations qui frôlent parfois les 100 millions d'euros unitaires. Dans l'étude, on parle par exemple de l'acquisition par la RIVP et Paris Habitat d'opérations importantes comme rue de l'Amiral Mouchy dans le 13e, comme avenue Docteur Netter dans le 12e. Et en ce moment même, on a des opérations en cours de finalisation, rue de la Pille dans le 20e, rue Sibué dans le 12e, on est encore là sur des volumes très importants. Donc on voit très bien que la ville a changé de braquet et qu'elle est sur des opérations de taille considérable. On comprend les enjeux, puisqu'évidemment, il s'agit de fournir aux Parisiens des logements, et c'est un objectif absolument louable. Maintenant, quelles pourraient être les conséquences de cette augmentation des préemptions et des acquisitions par la ville et ses bailleurs sociaux ? Les conséquences sont très nombreuses. Oui. Alors évidemment, quand la ville achète de plus en plus de logements, ça veut dire qu'on retire du parc privé de plus en plus de logements. Donc, en 2024, la ville a acquis 1600 logements pour les transformer en logements sociaux. En 2025, l'objectif, c'est de dépasser les 2000. Donc, on voit justement l'impact considérable de cette politique qui va réduire le parc privé, notamment le parc locatif privé qui est déjà sous tension à Paris, mais également le marché des ventes aux particuliers, puisqu'aujourd'hui, c'est une politique assumée de la ville de vouloir limiter, si ce n'est empêcher, les ventes à la découpe. Donc, ça veut dire plus de tension sur le marché privé, moins de biens à vendre ou à louer, des prix qui augmentent, et donc des biens qui sont moins accessibles pour un certain nombre de ménages, soit qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux abordables, soit qui sont éligibles, mais qui font face à un marché du social qui est totalement saturé. Donc, c'est l'une des conséquences importantes de ces préemptions et de ces acquisitions par la ville, d'autant plus qu'on connaît le déclin démographique de la ville de Paris, le départ notamment des classes moyennes, et puis évidemment l'une des conséquences potentielles, c'est aussi l'augmentation des contentieux. Oui, parce qu'évidemment, poser la question. Plus vous faites de préemption, plus vous avez un risque de contentieux. Alors jusqu'à présent, ces contentieux sont relativement limités parce que la ville a tendance à acheter au prix, qu'elle a des moyens considérables, que les principaux vendeurs ciblés sont des familles ou des particuliers, donc n'ont pas forcément les moyens de faire face, ou alors que ça arrange de pouvoir vendre rapidement à la ville sans condition de financement. Par contre, on peut s'interroger sur la façon dont la ville aujourd'hui présente le droit de préemption, notamment sur les dernières opérations comme rue de la Pille et rue Sibué, qu'elle a présenté comme une arme anti-spéculation. Or, le droit de préemption, c'est quelque chose de très encadré, qui est un outil, je dirais, d'opportunité, c'est-à-dire la ville reçoit des DIA et elle décide ou pas de se positionner sur des immeubles dans le cadre d'un projet précis de création de logements sociaux à un endroit spécifique. Or, le droit de préemption n'est pas du tout conçu comme une arme massive et systématique anti-spéculation. Donc là, on peut s'interroger sur l'impact sur le respect du droit de la propriété qui est protégé par la Constitution et la Convention des droits de l'homme. Et un effet extrêmement perturbateur par l'usage d'un outil juridique qui n'est là que pour pallier à certaines difficultés locales aussi, ou pas ? Oui, et d'autant plus que le taux de logement SRU est aujourd'hui atteint. Donc effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer à 30%. Quid des années suivantes ? Aujourd'hui, le droit de préemption est aussi présenté par la ville comme une façon de lutter contre les passoires thermiques. Et là, c'est sans fin, puisqu'on sait que les passoires thermiques, il y en a un certain nombre à Paris. Donc on peut s'interroger aussi sur justement l'extension de ce principe du droit de la préemption à Paris. Est-ce que cette politique qui a un bon fond, puisqu'elle est censée offrir du logement, ne va pas avoir des effets finalement trop délétères sur le marché parisien et à terme produire l'effet contraire aussi ? C'est-à-dire, vous l'avez dit, peut-être une augmentation des prix par l'assèchement du marché. Est-ce que vous avez pu mesurer jusque-là les effets de ce cycle de préemption ? Alors, ce n'est pas forcément facile à mesurer. Ce qu'on a mesuré, c'est vraiment l'importance de ces préemptions et de ces acquisitions par la ville et ses bailleurs sur le parc de logements. Et ça, il est assez facile de montrer
qu'on a une réduction du parc privé du fait de ces préemptions et de ces acquisitions. Et qu'on est déjà sur un marché qui est sous tension. Tout ça est très bien documenté. Donc voilà, je dirais qu'il y a, comme vous le dites, à la fois des effets favorable, qui est de créer des logements sociaux et également des logements abordables. Ça, c'est aussi une des évolutions de la ville de Paris, qui est de ne plus uniquement flécher sur du logement social, mais également sur du logement abordable. Et là, il y a de vrais besoins à destination d'une population plus large, qui peut aussi servir finalement à donner plus d'attractivité à Paris comme destination pour les entreprises, puisque ça va permettre de loger plus facilement les employés. Ça, c'est aussi un élément qui peut être positif. Après, l'élément perturbateur, il est évident, notamment sur les investisseurs, qui peuvent être beaucoup plus, je dirais, prudents dans leur façon d'intervenir à Paris, puisqu'ils savent que les immeubles qu'ils regardent peuvent être directement fléchés par la ville et préemptés par la ville de Paris. Oui, et puis on l'a dit tout à l'heure, peut-être une volonté plus affirmée de ces investisseurs à aller jusqu'au contentieux pour défendre leurs droits aussi. Oui, tout à fait. Et ça a un coût. Ça a un coût. Alors, toute cette politique, de toute façon, a un coût, puisque j'ai parlé des chiffres du budget de la ville de Paris. Et c'est un coût qui n'est pas anodin, puisqu'il s'appuie sur l'alourdissement de la fiscalité, notamment pour certaines classes de la population parisienne. Donc, effectivement, ça a un coût. Et on peut aussi s'interroger sur la façon dont la ville arbitre dans ces différents domaines d'intervention dans la ville. Donc, il y a effectivement le logement qui est un aspect essentiel de sa politique, ce qui est fort compréhensible. Et par contre, quelle est la part du budget alloué par la ville à d'autres champs de sa compétence? Oui. On ne l'a pas dit, et je crois que c'est important de le dire, c'est l'étude que vous avez menée à quelque chose d'inédit, en fait. Elle avait un angle extrêmement original et donc extrêmement précieux aussi, puisque je pense que vous avez mené une étude qui n'avait jamais été faite. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a étonnés. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire que ce phénomène des préemptions et des acquisitions par la ville est tellement important, avec un impact tellement significatif sur le marché immobilier, qu'il était finalement assez étonnant que personne n'ait jamais mené cette étude. Donc, je dirais c'est la première source d'étonnement quand on a commencé à travailler sur ce sujet. On a vu au fur et à mesure l'impact grandissant et qui ne va pas cesser, puisque, encore une fois, j'ai parlé des objectifs pour les prochaines années, mais clairement, c'est une politique qui va avoir de plus en plus d'impact sur le marché immobilier. Vous me parliez de la première source d'étonnement. Est-ce qu'il y a eu d'autres étonnements quand vous avez mené cette étude sur certains résultats ? Alors, la source d'étonnement, c'est plus, je dirais, lié à l'ampleur de cette politique, et notamment à l'ampleur du budget alloué à cette politique. Donc, je parlais encore une fois je parlais tout à l'heure des arbitrages de la ville sur ces différents champs de compétences. C'est effectivement que le sujet est assez mal connu, à la fois des propriétaires privés, mais aussi de la population parisienne, qui est évidemment concernée au premier chef, puisque c'est de l'argent public, évidemment. Donc voilà, ça, c'est les sources d'étonnement. Et l'autre source d'étonnement, ça peut être aussi le fait que, puisque c'est un sujet qu'on suit, même après avoir fait paraître l'étude, c'est-à-dire qu'on a encore un certain nombre d'opérations significatives dans des territoires qui sont déjà largement pourvus en logements sociaux. Donc l'étonnement, ça va être jusqu'où va être menée cette politique et quel est finalement l'objectif final. Est-ce que c'est d'atteindre un taux cible de 25 ou 30%, enfin 30% en l'occurrence de logements sociaux, dans le but de créer des logements sociaux pour ouvrir le logement parisien à des populations qui n'y ont pas accès? Est-ce que c'est une arme anti-spéculation? Est-ce que c'est une arme anti-passoire thermique? Et de ce point de vue-là, difficile de savoir jusqu'où ça peut aller. Et je vais le dire avec beaucoup d'humour, est-ce que c'est une arme anti-propriété aussi? Mais voilà. Ça ne concerne que moi. Est-ce que la ville de Paris s'intéresse aussi à d'autres types d'actifs que les actifs résidentiels? Alors oui, tout à fait. Alors pas forcément dans le cadre des préemptions. Alors dans le cadre des préemptions, une partie importante porte sur des immeubles mixtes qui comprennent du commerce en pied d'immeuble. Et ça, c'est un aspect très important parce que le fait d'acquérir non seulement des logements mais aussi des commerces, ça va permettre à la ville et aux bailleurs sociaux de générer des revenus locatifs attachés au commerce, et donc ils vont participer à la rentabilité financière de l'opération d'acquisition. Donc ça, c'est un point important. La ville cible aussi tout ce qui est garage, parking, concession, de façon assez logique. C'est des classes d'actifs qui sont moins utiles compte tenu de la baisse de la part des ménages motorisés à Paris
Il y a parfois des opérations significatives de transformation de ces actifs en logements qui sont effectuées. Je pense à une opération importante menée par Immobilière 3F, rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement. Et puis les bureaux, évidemment, dont on a parlé il y a quelques temps dans le cadre du PLU, qui sont ciblés donc, dans le cadre de ce nouveau PLU pour transformer des bureaux en logements sociaux, en tout cas une part d'immeubles de bureaux en logements sociaux. Et là, c'est fait au travers du pastillage, c'est-à-dire d'emplacements réservés à la création de logements sociaux ou abordables. On en a recensé, en tout cas il y en a plus de 800 dans la dernière version du PLU à Paris, majoritairement situés dans l'ouest parisien, notamment dans le 8e, donc des arrondissements en déficit de logements sociaux, mais également dans l'est, où là il ne s'agira pas tant de créer des logements sociaux que de créer du logement abordable sous la forme notamment de bail réel et solidaire, BRS. Alors, tout à l'heure, on a parlé des conséquences pour le parc privé. Est-ce qu'il y aurait des conséquences similaires pour justement ces classes d'actifs-là ? Je me doute de la réponse, mais oui. Alors, les bureaux, sans aucun doute, et depuis que le PLU a été en cours d'élaboration, ça a eu un impact important sur le marché des bureaux, puisque potentiellement, de nombreux actifs de bureaux étaient concernés, et donc ça a renforcé l'attentisme des investisseurs de bureaux à Paris. Sur les commerces, c'est plus compliqué. Alors effectivement, il y a différentes choses qui sont mises en œuvre. Donc, comme je le disais, la préemption de biens comprenant des commerces en pied d'immeuble, le droit de préemption des baux commerciaux des 5e, 6e, 7e arrondissements mis en place l'été dernier. On manque encore de recul parce qu'il y a assez peu d'exemples et on ne voit pas très bien forcément quelle est la pertinence de cette politique. Puisqu'on est sur des quartiers où les commerces marchent relativement bien. En tout cas, on est loin d'être dans les quartiers les plus compliqués. Et le but, c'est plutôt de préserver certains types d'activités qui sont en souffrance, avec une interrogation sur quelle est la pertinence d'une politique qui peut être assez coûteuse pour sauver les activités qui ne rencontrent plus forcément leur public, ou en tout cas qui ne sont plus aussi prisées des consommateurs en raison des changements importants de mode de consommation. Il serait en phase de test juste sur ces exemples-là ou pas ? Alors, on a dépassé la phase de test sur la politique de la ville en matière des commerces, puisqu'on parlait du droit de préemption des baux commerciaux, des 5e, 6e et 7e arrondissements. Et je pense aussi à la création de Paris Commerce, qui est issue du rapprochement entre la CEMA-Est et le GIE Paris Commerce, pour développer le commerce de proximité. Donc là, on voit que c'est une politique sur laquelle la ville de Paris veut accélérer, avec des conséquences possible sur une accélération des acquisitions de commerce. Et ça, on le voit depuis quelques mois avec une accélération claire de commerce. On est plutôt sur des petits commerces de quartier. Donc là, dans le but de renforcer la diversité commerciale, le commerce de proximité. Après, encore une fois, la vraie interrogation, c'est la pertinence de vouloir protéger certains types de commerces qui ne sont plus forcément pertinents eu égard à l'évolution des modes de consommation. Je pense par exemple à les politiques qui voudraient sauver le dernier fabricant de stylos plumes de Paris, le dernier fabricant de parapluies en bois de Paris. Voilà, ça peut être un objectif, mais encore une fois, il faut mettre en face la pertinence entre je dirais, la façon dont le consommateur réagit et puis l'argent public qui est mis en face de cette politique. Et oui, parce que vous venez de le dire, le point le plus important, c'est que c'est de l'argent public. Il faut donc avoir une vision à la fois économique, mais aussi responsable quand on le dépense. Conclusion, si vous deviez nous dire en quelques mots synthétiques votre analyse technique de la politique du logement à Paris, grâce à votre regard technique sur les conséquences possibles de cette politique sur l'ensemble du marché, qu'est-ce que vous nous diriez, juste en quelques mots ? Alors, je dirais que cette étude, elle montre clairement l'interventionnisme croissant des autorités publiques sur le marché immobilier privé. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on voit que à Paris. On le voit dans d'autres villes de France. On le voit dans certaines villes européennes ou mondiales, mais qui le font d'une autre façon. Donc ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. À Paris, ça l'est particulièrement. Et notre rôle en tant que conseil immobilier, c'est de connaître ces phénomènes, de les comprendre et de les faire comprendre et connaître à nos clients, qui sont en grande partie des propriétaires privés. Donc ce qui nous semblait important, c'est justement d'expliquer ce phénomène à nos clients pour qu'ils puissent anticiper les conséquences possibles sur leur patrimoine, les conséquences qui peuvent être négatives, mais parfois qui peuvent
aussi être positive et apporter des opportunités. Et quand on vous écoute, on se dit qu'il y a peut-être d'autres études en cours ou à venir ou des projets. Il y en a tout le temps. On en a plein en cours, effectivement. Sur d'autres sujets, mais également sur le logement, parce que c'est vraiment un élément essentiel du marché immobilier aujourd'hui, avec encore une fois la problématique du logement abordable, qui est de plus en plus importante, qui intéresse aussi de plus en plus d'investisseurs privés, et notamment de grands fonds d'investissement qui veulent investir de plus en plus sur ce segment, parce qu'il y a des besoins effectivement énormes à l'échelle française et internationale. Merci David Bourlat d'avoir répondu positivement à mon invitation, et puis à vous qui nous écoutez, merci et à très bientôt. Merci. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.